faire, c'est le savoir-faire des arts et métiers que vous pouvez facilement découvrir dans les sociocultures. Conceptuellement, c'est faire au savoir, par le savoir-faire. Et moi, quand j'interroge le mot, je dis poésis. Vous voyez le mot poème, on met est. Mais on pourrait dire est, la conjonction. C'est-à-dire, zi est perçu par moi comme tout ce qui relève de la difficulté existentielle. Et que le lien entre le pouvoir-être de l'individu et son existence est décliné par le genre poétique. À preuve, Ponimo. Une de mes connaissances Mancagne disait, avec laquelle j'ai un bon rapport de coexistence sociale de voisinage, me disait que Ponime signifiait aimer. À Mancagne. À Mancagne. Ponime, chacun. Mais j'entends très bien Ponime dans Ponimo. Alors qu'il s'agit d'un jeu qui est à la couverture, qui est le jeu de la marelle. Et c'est un jeu d'amour, c'est un jeu d'apprentissage. Disons que la procédure didactique, comme Piaget a montré beaucoup de choses que les éducateurs savent, les phénomènes mnémotechniques sont liés aussi à cela. Il y a un attachement et un amour pour la chose apprise à pouvoir apprendre et savoir. Donc, Ponimo, c'est à la fois netlo, moponi, moponi, et mo le mandingue. Là, quand je dis moponi, c'est mon Djaobe, mon Goudamp, mon Dakar, mon Firdou, mon Walo, mon Fouta, mon Aduna. C'est l'appartenance. C'est donc honnêtement mon oponi, mon idado. C'est-à-dire cette personne de ce jeu-là. C'est intéressant. Et en même temps, c'est la personne mot en mandingue. Mot du mandingue et mot de l'appartenance peul correspondent à la même signification de l'humanité. Et Poni est ce jeu. D'autres vont appeler Boni. Très riche. Et que les Halpulars appellent, voilà, ils ont Feral ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire le jeu Poni. Il a une signification en poulard. Feral ou ça, parce qu'on jette la pierre. Voilà. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, à Poni Mancagne, je t'aime, de la personne du Poni et Mo, mandingue, et de la personne qui appartient à Poni, Mo Poulard, il y a un lien didactique et sémantique qui révèle la poésie elle-même. C'est pourquoi ce genre est choisi pour décliner tous nos centres d'intérêt à travers 88 pages. C'est-à-dire exactement 52 poèmes qui sont le double par modestie. Parce que j'aurais pu faire un recueil plus épais. Mais encore faut-il le lire. Parce qu'avant de l'écrire, j'avais un des recueils que j'ai lu. C'est Le Sang général de Pablo Neruda que j'avais avec moi depuis les années 1980. Mais quand je suis parti à Dakar, j'avais acheté par terre un recueil que je connaissais il y a longtemps, depuis l'école primaire, Coup de pilon de David Mandesidio, que je considère comme un repère incontournable de la poésie africaine et mondiale. Autant que Pablo Neruda, par exemple, avec une façon d'écrire qui leur est spécifique à chacun. Alors, j'ai dit que Coup de pilon, qui contient 25 poèmes et qui est incontournable dans la connaissance littéraire, poétique africaine, ne me permet pas, compte tenu de l'intérêt que j'attache à la poésie, d'en faire plus que requis. Le double suffirait. Le double de Ponimo, c'est-à-dire au lieu de 25 poèmes, 50 poèmes, le double de 25, plus 2, Alhamdulillah Rabbil Alamina, est une pensée affectueuse et amicale à David Mandesidio, par exemple.
C'est-à-dire, par le volume, c'est lui qui inspire la quantité, mais pas nécessairement le texte. Maintenant, si un jour Podimo atteint la réputation de coup de pilon, c'est tant mieux. Mais c'est parce que j'ai estimé coup de pilon, par sa qualité et son volume, que j'ai considéré ne pas faire 100 poèmes et de faire un tome 2 par exemple, mais juste de doubler le volume de coup de pilon qui fait 0,13 grammes. Et d'en rajouter 2, et Allah quoi, alhamdoulilah rabbil alamin. Très subtil jeu de mots, mais qui est un concentré de sens vraiment, qui, comme il a si bien expliqué, est très 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 clair. Complexe mais clair. Voilà. Ça. Merci beaucoup. Vous avez donc... Oui, allez-y, monsieur honnêtement, Bari. Prendre un poème comme ça, un recueil de poèmes comme celui-ci, à travers la couverture, comme vous l'avez dit, on ne peut pas savoir réellement le contenu, même le message de ce qui est dit au niveau de la couverture. Votre question, honnêtement, m'a permis aujourd'hui de savoir que nous avons un grand homme devant nous. C'est un grand moi, vraiment que j'ai tout le temps aimé. On a de bons rapports, mais c'est pas d'aujourd'hui que j'ai connu qui est docteur Bari. Honnêtement, l'explication seulement de la couverture, même si on ne s'aventure pas à aller dans le fond de ce recueil, je pense que nous avons l'essentiel au niveau de ce recueil. Mais amis auditeurs, nous irons jusqu'au fond parce que hyper intéressant qu'il est. Ce recueil, je pense qu'obligatoirement, il atteindra un jour, comme le docteur vient de le dire. Un sommet. Il va même dépasser coup de pilon, ça c'est sûr et certain. Monsieur Bari, il y a deux aspects de votre recueil qui m'ont frappé. Le premier, c'est la dédicace. Dans la dédicace, vous parlez de votre famille, vous avez parlé des amis, vous avez parlé de tous les lecteurs, ceux-là qui auront véritablement la chance de lire ce recueil de poèmes. Mais vous avez commencé par papa et maman, et je me suis dit que ce n'est pas gratuit. Il y a une raison qui sous-tend cela. Est-ce que nous pouvons, docteur, avoir une petite explication par rapport à cette dédicace? C'est-à-dire que quand j'ai écrit, d'abord l'essentiel des poèmes, j'ai commencé à écrire un jour, il y a eu un accès d'écriture. J'étais à Wakam, à Dakar. C'était en 2012. Et si vous remarquez bien, le personnage qui est à la couverture, il y a la signature de l'auteur du graphisme, Mani 2012. Oui. Mani, c'est mon nom d'artiste, mon pseudonyme quand je fais de la peinture, par exemple, ou quand je fais du graphisme. Et l'infographiste qui a saisi cette image conçue, c'est celui qui est en train de nous filmer en ce moment. Ok, donc c'est le grand artiste à côté. C'est l'infographiste. Bon. Merci. Donc, mon neveu Sonko, c'est-à-dire Linhar, qui est l'infographiste. Donc, moi, je m'intéresse aux arts graphiques. J'ai conçu ce tableau en 2012. D'accord? Le personnage essentiellement. Et le rajout, c'est d'avoir conçu la marelle à cause de Ponimo, puisque la marelle était à la cour de la maison. Les gens, voilà. Les enfants jouent à la marelle, ils continuent toujours à jouer à la marelle. Alors, mais le personnage lui-même est dans l'art graphique antique africain depuis plus de 4000 ans. On l'appelle le penseur. Si tu conçois bien, M. Guissé, et autant que pour M. Ndiamé, vous avez souvent vu les élèves, à défaut de l'avoir fait vous-même, ce qui est probable d'ailleurs que vous l'avez fait, suivre la leçon en faisant ça. Oui. Suivez le bras du penseur. Oui. Vous verrez ça. Oui. Dans l'art antique africain, c'est le doigt qu'il met dans la bouche. Mais vous avez déjà vu cette image ici. Même avec dans vos parents ou dans l'enfance. Dans nos classes. Actuellement même. C'est le bec du stylo. Ou le doigt. Le doigt. Donc, c'est l'image la plus éclectique et la plus ancienne que nous avons de l'interprétation en esthétique du penseur en Afrique.
on retrouve, vous trouverez la planche même dans Nation Agriculture de Cheikh Anta Diop, qui correspond à un relevé du graphisme égyptien antique. Donc ce personnage, dans sa conceptualisation, décidé comme d'un poème en art graphique de ramasser la quintessence de ce que l'on appelle pensée par un penseur, cette image a plus de 4000 ans. Donc je la réinterprète par la technique du cubisme. C'est pourquoi vous voyez ces formes spécifiques. C'est ce qui la différencie un peu de l'image originelle, de son ancêtre. C'est la forme comme technique à la manière de saisir et de redire le penseur, de l'écolier en classe. On saisit. Donc, Ponimo est une œuvre de la pensée qui consiste par la poésie à dire ce que l'on aurait pu dire dans un roman, dans une nouvelle, dans un essai, dans une étude, dans un article. Et nous allons nous en rendre compte. Vous avez préféré le faire à travers le poème. Parce que l'art poétique est similaire à l'art graphique. Nous allons en venir. Même l'école, il y a une scène réaliste à l'école. Il y a des souvenirs qui viennent du réalisme. L'instituteur, je l'ai connu. Je peux même dire son prénom et son nom. C'est un vécu réel. C'est un vécu réel. La véranda, elle est à Salikenyé. C'est à Salikenyé que je suis allé à l'école sans avoir acquis l'âge requis. Et on m'a baladé de classe en classe pour me calmer mes nerfs jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai fini même quand ils ont vu que je dépassais le niveau des élèves du CI, ils m'ont amené au C1, c'était la classe des grands là-bas. Et au C1, ils ont vu que je pouvais suivre les cours, ils m'ont amené au CM2 où je ne voyais que du à peu près. Quoi. Et c'est là où ils m'ont fait finir l'année scolaire. Parce qu'ils ne pouvaient pas officiellement m'inscrire. Mais ils m'ont calmé là-bas dans la classe du directeur. Je viens, je m'assois à côté des grands là. Et puis jusqu'à ce que le sommeil me prenne pratiquement. Parce que ce qu'ils racontent, ça te bourre la tête. Ouais. Tu vois? Voilà, alors, finalement, il a fallu être enfant de Baba et de Djadja. Mon père, on l'appelait Baba en Pulaar, papa. Il n'admettait pas qu'on lui parle il parlait couramment le mandingue, il parlait couramment le créole portugais, mais il n'entendait pas qu'il pouvait parler avec les uns et les autres ces langues-là, mais il n'entendait pas que ses enfants lui parlent autrement qu'en Pulaar. C'est ainsi que j'ai pu parler Pulaar. Si ce n'était pas cela, je n'aurais pas été locuteur du Pulaar, puisque ma mère est mandingue. Et nos environnements, il y a d'autres langues, n'est-ce pas? Ainsi que même le Wolof, je l'ai appris par exemple à 7 ans, à Parumba, chez les Pajadinka, qui parlent la langue Badjalanké que j'ai parlé à 7 ans. Mais donc, on est dans un environnement social où d'autres langues prédominent, et c'est ainsi que le Pulaar a été conservé dans ma maison. Même ma mère, elle ne nous disait que mouinou jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle ne nous parlait pas sa langue. C'est après mes 3 ans que ma maman a commencé à me parler dans sa langue. Tout ça, c'était l'ordre paternel, Baba. Et Djadja, c'est comme ça qu'on appelait affectueusement ma maman. Que Dieu ait pitié d'eux à tous, ainsi qu'à nos chers défunts. N'est-ce pas? Alors, les chers défunts et les chères défuntes. Alors, il a fallu être enfant de quelqu'un. C'est là aussi l'idée de Ponimo qui parle de germination et de descendance, de fécondité. Il a fallu être l'enfant de quelqu'un et de quelqu'une pour que nous soyons tous ici réunis. C'est une reconnaissance. Tu honoreras ton père et tu honoreras ta mère. Ce n'est que la reconnaissance du fait d'être le fruit de ton père et de ta mère. Donc, ceci explique la dédicace. Mais c'est eux qui se sont occupés de ton éducation fondamentale. C'est eux qui ont veillé à ton parcours scolaire jusqu'à ce que Allah les éloigne de toi. N'est-ce pas? Mais enfin, rien de ce que tu as fait de fondamental n'est sans eux aussi. Donc, la reconnaissance en ton créateur et la reconnaissance aussi en tes parents. Donc, ceci explique cela. La famille, c'est aussi c'est l'élément naturel et fondamental de la société.
C'est-à-dire ce que nous vivons en famille, c'est finalement ce qui va se confirmer dans nos liens sociaux, puisque la famille est l'élément naturel et fondamental de la société. C'est le socle. Voilà, c'est le socle. Les amis, autant, c'est une extension. Les lecteurs, de même. Mais pourquoi? Parce que vous voyez que tout ça, c'est le lien social. Mais les lecteurs, puisque sans les lecteurs, Ponimo n'a pas d'écho et aucune écriture n'a d'écho. Ponimo ne grandit pas. On ne grandit pas et parce que nous-mêmes, nous sommes lecteurs. Donc, je dédicace Ponimo à M. Guissé, lecteur, par tout ce qu'il a dit. Il dira de Ponimo ou il dirait de Ponimo des choses que moi-même je ne saurais dire ou que j'ai pu penser sans le dire et auxquelles je n'ai même pas pensé. C'est, si tu veux, sa dimension de lecteur. Cet acquis est le sien. Cette reconnaissance est sienne. Ponimo lui appartient en tant qu'il s'en approprie en tant que lecteur et entend et comprend ce que lui vaut sa propre lecture. Mais il a fallu d'abord écrire pour que cela se tienne ainsi. Donc je lui fais bien sûr une dédicace. Donc c'est ainsi que Ponimo est dédicacé à tout et à toutes celles qui le liront, d'en comprendre quelque chose ou de s'y reconnaître. Comprenez-vous, monsieur? Nous avons très bien compris. Ainsi, c'est votre œuvre en tant que lecteur. Et merci beaucoup pour cela, Albert. Merci vraiment. C'est assez clair. L'autre aspect qui m'a marqué, l'absence de préfacier. Parce que la plupart des romans, des recueils de poèmes, en tout cas, il faut le dire, portent la mention d'un préfacier qui peut-être choisi par l'auteur donne un peu une idée de ce qui a été traité dans l'ouvrage. C'est exact, M. Guissé. Mais vous voyez même le résumé de Ponimo. Tout cela est lié au parcours de Ponimo. C'est pourquoi, quand vous m'avez écrit, vous m'avez dit des choses, j'ai écrit un peu pour demander votre profil. En tant que M. Guissé a un parcours élogieux et honorable. D'être un instituteur principal de classe exceptionnelle. J'ai répondu en disant que je compatis au haut et au bas de nos parcours respectifs. Je connais très bien, par le vécu, l'expérience qui fut la vôtre. J'ai connu l'année blanche, ma première année, à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais préparé pour réussir en juin. On nous dit qu'année blanche. Retour session unique. Donc, si je n'avais pas réussi à mon retour de vacances, après m'être bien préparé pour réussir en juin, j'allais redoubler ma première année. Donc, je connais ça dit, et puis d'autres choses. C'est pourquoi vous avez même un poème Famine. Famine Anaola dit des choses. On y reviendra. Voyez-vous. Donc, nos parcours du combattant, entre guillemets, je les sais d'expérience. C'est pourquoi la thèse a été soutenue activement. Entre la licence acquise à 25-26 ans et la thèse de doctorat, il s'est écoulé 10 ans pratiquement. Donc c'est tout un parcours du combattant. Alors, pour en revenir à cet aspect-là, parce que le combat m'en a un peu éloigné, parce que je repense aux épreuves. Je repense sincèrement aux épreuves. Donc, c'était cela. Le fil conducteur était lequel? Parce qu'avant de parler de vous, nous parlions de l'absence de préfacier. Donc, Ponimo, en 2012, enregistré par le Bureau sénégalais du droit d'auteur. Je séjourne en Paris en 2013. Entre 2013 et 2014, je trouve une maison d'édition qui s'appelle les éditions du Panthéon. Mais il fallait publier Ponimo à compte d'auteur, 2500 €, voulait-il. Les conditions ne me permettaient pas de me démettre de 2500 € au détriment de la vie quotidienne et des dépenses quotidiennes, n'est-ce pas? Donc, j'ai mis le projet entre parenthèses. Et comme je n'entretiens pas de lien
jusqu'au moment où je vous parle, avec des personnes antérieurement connues ou que je pourrais recontacter. Vous voyez, par exemple, Souleymane Bachir Diagne fut mon professeur, par exemple, en logique et mathématiques. Okay. Et ma moyenne était autour de 20 en logique et mathématiques. Ok. Donc, je suis titulaire d'un bac B. Mais j'aurais pu, par exemple, si j'avais vu Souleymane Bachir Diagne, par exemple, lui demander de préfacer l'ouvrage, ou des gens de cet ordre. C'est-à-dire que lui que j'ai pu lire dans le mouvement de la pensée et le temps, son travail sur Mohamed Iqbal, je sais que il entend bien la sourate Al-Asr, le temps. Et je sais que sa pensée philosophique sur le mouvement et le temps aussi est une pensée certaine. Pour avoir acheté l'ouvrage à Dakar à l'époque, à Claire Afrique, je suis, par exemple, le philosophe que je suis allé lire à Claire Afrique, c'est Souleymane Bachir Diagne. Hein? Le diplomate que je suis allé lire, c'est Kandé de Goudomp. Saloum Kandé. Okay. J'ai acheté 2 livres à Dakar en 2012. Le livre de Souleymane Bachir Diagne sur le mouvement de la pensée et le temps, autour de Mohamed Iqbal, et les expériences d'un diplomate, le titre vous le saurez, de Saloum Kandé. Pour voir un peu la marche des pays et du temps, les exigences, etc. Les contraintes. Où en sont les pays par son expérience diplomatique. Pour avoir une vue générale de l'état d'évolution de ces pays-là. Donc, Souleymane Bachir Diagne, par exemple, aurait pu être préfacié ou quelqu'un d'équivalent. Comme M. Guisset aurait pu être préfacié si on s'était connu longtemps avant cette émission, par exemple, par l'intérêt que vous portez à l'ouvrage. Donc, cela explique le défaut de préfacier. Ce qui fait que même le résumé de Ponimo, c'est moi qui l'ai produit. Oui. C'est-à-dire tout Ponimo me doit, le graphisme, le résumé, c'est moi qui ai tout conçu. Voilà, parce que le lien social qui aurait permis que ce soit un préfacier n'existe pas. En son temps, oui. En son temps, n'existe pas. Il pourrait être. Tu vois? Par exemple, M. Guisset pourrait préfacer le vol 2, à défaut de Souleymane Bachir Diagne ou de quelqu'un d'autre qui s'intéresse à Ponimo. C'est l'explication. Il y a un appel. Il y a un appel qui voudrait entrer. Ah, mais c'est vrai, on aurait voulu attendre un peu, mais je pense qu'on peut le prendre. Il y a tellement... Oui. 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 Bonjour. Alors, oui. Tordre le coup à ce petit protocole. Parce que dans la deuxième partie de notre émission, je voudrais que l'on plonge dans la quintessence même des poèmes. Raison pour laquelle mais j'aurais quand même voulu de façon très rapide que vous nous parliez de la maison d'édition qui a produit le livre. Un peu que vous nous parliez aussi du courant littéraire auquel vous êtes inscrit. Parce que là, l'homme est tellement... Voilà. L'homme est tellement écartelé entre les qui qu'on a du mal à le cerner. C'est-à-dire l'homme en général. Oui, par rapport à... L'être humain en général. Non, par rapport à ce recueil de poèmes. Quand on entrera de façon beaucoup plus profonde dans les on le verra. Mais souvent, quand on produit, ou bien quand on est auteur, quand on est intellectuel de façon générale, on est inscrit en courant littéraire. On est inscrit en courant littéraire. Oui. Est-ce que c'est votre cas? Ou bien est-ce que, voilà... Oui, pour revenir à la maison d'édition, Ponimo donc a été enregistré par le Bureau sénégalais des droits d'auteur en 2012. Vous voyez sa date de publication, 2023. Soit 11 ans après. Alors qu'il aurait pu être, il avait été accepté. Mabarouka Fall des éditions Feu de Brousse est le premier lecteur de Ponimo. Mabarouka. Oui. Et il a donné son sein. Il a approuvé la publication, mais il y avait des défauts de financement de la maison d'édition, édition Feu de Brousse. La première maison d'édition au Sénégal qui aurait pu produire Ponimo, c'est les éditions Feu de Brousse, de M. Sall. Mais ils ont invoqué des questions financières, ce qui explique
comment dire, l'édition à compte d'auteur. Allô? Ah oui, Dari, monsieur Diatta, bonsoir. C'est vrai, mais vous pouvez rappeler, je pense que ça ira, vous pouvez rappeler. Voilà. Il a appelé pour participer à l'émission. Malheureusement, voilà, il y a eu un problème de... Non, c'est le problème de micro. De micro, ok. Monsieur Guissé, Oui. Monsieur Ndiamé, Oui. Donc, les éditions Feu de Brousse ont été sollicitées pour publier Ponimo et Mabarouka Fall a fait une note de lecture qui approuve Ponimo. Donc, Mabarouka Fall aurait pu préfacer Ponimo quand vous parlez de préface, parce qu'il connaît la valeur de l'œuvre et il est poète lui-même. Il a fait une note très satisfaisante en 2012-2013 sur Ponimo. Mais les éditions Feu de Brousse ne pouvaient pas publier parce qu'ils n'avaient pas d'argent nécessaire pour cela. Alors, les éditions du Panthéon à Paris ont approuvé aussi Ponimo, mais ils demandaient 2500 € à compte d'auteur. Je n'ai pas pu le faire. Il a fallu qu'un de mes neveux et ses amis, notamment dont l'ami à tante, ouais, eux aussi font la même chose, ils font l'effort de créer quelque chose. Ils sont à Liberté 6, n'est-ce pas? Elma Édition. Et il s'appelle Omar Massali, c'est un jeune de Gouramp, entrepreneur. Ils ont une maison d'édition et ils ont voulu publier Ponimo. Ainsi de la maison d'édition. Donc, si vous entrez sur le net, vous allez voir qui sont Elma Édition. Mais c'est l'un de leurs responsables, Omar Massali, qui est un ami de mon neveu, qui se sont entendus pour s'intéresser à Ponimo. Parce qu'ils savaient l'existence de Ponimo et que Ponimo n'a pas pu être édité ni à Paris et avant Paris par les Feux de Brousse et les éditions du Feu de Brousse à Dakar. Et donc, eux, ils ont vu leur intérêt à pouvoir le publier. Et ça a été publié à compte d'auteur, c'est-à-dire un montant de 400 000 francs CFA a été versé pour permettre de tirer un certain nombre d'exemplaires. Donc, c'est son parcours qui va pouvoir solder tout ça. Voilà pour... Le recueil est très riche. Il faudrait que vous preniez en tant qu'animateur de cette émission le temps de pouvoir vraiment travailler sur ce recueil, même si c'est à 2 ou 3 émissions. Là, ça nous permettra de pénétrer les poèmes en tant que tels au niveau de ce recueil. Pour que les gens puissent, honnêtement, je suis ému, pour que les gens puissent vraiment suivre correctement l'excellent travail du docteur. Oui, monsieur Diamé, j'ai un peu pensé à cela, mais sous un autre format. Oui, allez-y, monsieur Barry, vous avez terminé parce que vous avez eu j'ai omis de répondre à votre question relative au courant littéraire. Oui. Relativement au courant littéraire, je vous ai expliqué, vous voyez, je suis allé lire, je lisais Pablo Neruda sans savoir que j'allais écrire Ponimo. Mais j'étais en plein de considération. Ma lecture ici, dans mes moments de solitude, était au chant général de Pablo Neruda, qui est une grande fresque poétique. Donc, c'est un auteur d'Amérique du Sud. Donc, mon courant littéraire est le courant de ma scolarité. Et le courant de ma scolarité, c'est un courant universaliste. Moi-même, je me considère comme être humain, africain, au centre du monde, que nul ne peut contester de la théorie du Gondwana, la dérive des continents. Donc c'est l'homo africanus qui s'est retrouvé dans le reste du monde en changeant de couleur, de race. Et qui s'adapte. Et qui s'adapte, précisément. Donc mon courant littéraire est africain et mondial. J'écris à partir du Sénégal. J'écris à partir de Goudomp ou de Wakam, selon où je me trouve au Sénégal. J'écris à partir de l'Afrique, puisque le Sénégal est en Afrique. Ou si on veut, j'écris à partir géographiquement de la Casamance. Et
et à partir, parce que la Casamance est au Sénégal, et à partir du Sénégal, et parce que le Sénégal est en Afrique, à partir de l'Afrique, et parce que l'Afrique est au monde, à partir du monde. J'écris en tant qu'être humain, dans la pleine conscience de tout ce lien qui fait mon humanité. Donc, tous les auteurs qui sont reconnaissables dans cette démarche-là sont des auteurs dont je partage le genre. Il s'agit pour moi de dire, comme je l'ai écrit à l'explication, qui permet d'éclairer un peu Ponimo, de dire par le poème. Je dis par le poème et je ne fais que concevoir les vers qui m'énoncent. C'est-à-dire tout ce qui est lit dans Ponimo me dit et dit mon semblable. Qu'il soit Goudompoa, en tant qu'habitant du sud du Sénégal, la région, c'est pourquoi il y a Palmier et autres, donc qu'il soit Casamassé par la région, qu'il soit sénégalais par le pays, qu'il soit africain par le continent, qu'il soit du monde par la planète. Voilà un peu mon inscription. Merci beaucoup, c'est assez clair. Monsieur Ndiamé, Oui. Nous allons aller beaucoup plus loin dans ce recueil de poèmes produit par le Dr Ousmane Bari. Et vous disiez tout de suite que ce serait bien, ce serait souhaitable de traverser ce recueil de poèmes avec au moins 3 émissions. 3 émissions. Alors moi j'ai pensé à une autre formule que nous allons mûrir. C'est une idée qu'on va partager après. Nous allons essayer ensemble de la fertiliser pour voir sa faisabilité. Moi j'ai pensé au traitement, à l'explication de certains poèmes à travers les apprenants. Parce que ce n'est pas normal. Je ne pense pas que ce soit normal qu'un recueil de poèmes comme celui-là soit partagé juste entre les 4 murs d'un studio de radio. Moi, je voudrais que l'on en fasse une émission spéciale. Grande émission spéciale, extramuros, dans un lycée, dans un CM ou quelque part. Une émission décentralisée. Avec la présence des élèves qui en ont besoin. Parce que la poésie, il faut le dire aujourd'hui, l'intérêt que les élèves dans le temps portaient à la poésie, il faut dire que cet intérêt s'est carrément effectué aujourd'hui. Et c'est l'occasion vraiment Là, oui. C'est une idée, je vous laisse continuer, mais c'est une idée extraordinaire. Merci beaucoup. Et très professionnelle. Merci beaucoup. Nous allons la rendre possible. Nous allons la rendre possible. Il suffit de discuter avec, par exemple, le proviseur du lycée et voir la faisabilité au niveau de la cour du lycée et organiser cette émission. Voilà, et cette idée servira déjà de courroie de transmission Oui. pour demander à M. Bari de nous parler un peu de l'impact de la poésie sur la vie. Et votre idée, c'est une idée, M. Ndiamé, Oui. qui révèle toute la compétence de l'instituteur principal de classe exceptionnelle. Merci beaucoup. Et je pèse mes mots. L'idée là, suivez-la bien après avoir bien écouté et entendu. Si. Et qui d'un coup résout, nous allons peut-être en reparler, la relation entre les jeunes et la production littéraire en général, qui résout en même temps les conseils à prodiguer aux jeunes pour cultiver le goût de la lecture, notamment poétique. C'est pourquoi je dis, c'est le fait de l'instituteur principal de classe exceptionnelle, puisque cette idée, je l'avais, mais comment? Puisqu'enfin, si nous dédications en disant que c'est au profit des lecteurs, comment peut-on écrire en l'absence des récipiendaires? C'est une destination. Nous-mêmes, tout petits, sans avoir l'envergure que j'avais en achetant un coup de pilon, par exemple, au parterre à Dakar, à la Médina,
pour me remémorer encore l'œuvre de David Mendes Diop. Mais quand je lisais ou récitais en classe de CM1 ou de CM2, Afrique, mon Afrique, ce n'est pas la même consistance intellectuelle. Les élèves font des récitations. D'autres se souviennent encore jusqu'à l'âge adulte des récitations mémorisées à l'école primaire. Donc, comment voulez-vous que l'on écrive sans se soucier de ceux qui auront à mémoriser nos poèmes en vue d'une récitation dans leur cycle primaire, par exemple? C'est là où on apprend à développer les facultés mnésiques de l'enfant. Mais la prise de conscience des thèmes abordés également. Donc, peut-être pas tous les poèmes de Ponimo, peut-être que philosophie est pour les élèves de terminale, n'est-ce pas, pour le monde scolaire, mais aussi pour le cycle universitaire. Par exemple, ce poème aurait pu être l'objet d'une de mes réflexions quand j'étais en licence ou en deuxième année, comme les œuvres de Martin Heidegger, Chemin qui ne mène nulle part, ou L'être et le temps. C'est-à-dire, le poème philosophie peut être soumis à l'examen au profit d'étudiants qui vont de la première année au doctorat, par exemple. Mais il y a des poèmes comme Foi, des poèmes comme L'école, des poèmes comme Grenier. Il y a des poèmes courts qui peuvent être récités par des écoles des enfants de l'école primaire. Voyez-vous, des poèmes comme Fraternité. Si le temps nous le permet, c'est par exemple un poème que je pourrais déclamer ici. Puisqu'enfin, notre assise ici est bien fraternelle. Et c'est par la fraternité que nous sommes ensemble ici. Et c'est par la fraternité que vous vous intéressez à Ponimo également. Donc c'est un poème qui peut être mémorisé. Oui. Vous avez raison, M. Guizé. Mais merci beaucoup. Mais il faut un professionnel comme vous, c'est-à-dire il faut un instituteur principal de classe exceptionnelle formé à cette fin pour mettre en valeur une telle idée. Mais merci beaucoup, docteur. Merci vraiment. Et cela nous amène à parler des thèmes abordés. Quand j'ai lu le recueil de poèmes, j'ai vu que vous voyagez à travers pratiquement tous les thèmes qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. J'en prends pour exemple le premier, nous allons en revenir. Le premier qui parle de grenier. Comme ça, au pif, j'ouvre, je tombe sur le printemps. Au pif, l'essentiel. Au pif, je tourne, je tombe sur cousin. Fleurir. Pratiquement des poèmes qui parlent de la vie de tous les jours, des centres d'intérêt qui nous intéressent nous, qui intéressent tout le monde. Vous vous souvenez de Charles Baudelaire, Les fleurs du mal? Oui. On a parlé d'idéal et de spleen à l'époque. Fleurir, sans dire les fleurs du mal, en titre, utilise ce mot fleurir. Mais si vous voyez un champ de marijuana ou de chanvre indien qu'on appelle de yamba, comme on en prend pas mal en Casamance ici, vous allez voir des fleurs. Et pourtant, c'est une plante médicinale. Mais regardez maintenant le flot de rire. Fleurir au flot de rire. Regardez la jeunesse. Hashish. Écrit autrement, c'est la production du Maroc, le hashish, que les jeunes fumaient là. Pétard, un pétard dans la nuit. Ce n'est pas le mot pétard du 31 décembre, mais vous l'entendez. C'est comme Ponim et Ponimo. Mon Poni et mon Poni et Ponim, je t'aime. C'est dire différemment. Vous avez constaté dans fleurir un flot de rire. Fleurir. Un pétard dans la nuit. Des mots imagés. Ah, chiche, c'est la loi. Parce que, oui. Et autre chose, c'est-à-dire que les choses sont dites. Et c'est ce style qui permet de le dire. Mais sinon, on peut faire un article sur chacun de ces sujets, comme ça se lit dans la presse ou dans des essais. Ou le bouquin du docteur Livenstein, tous les fumeurs sont des frustrés. On peut parler de la fumée à travers l'œuvre d'un psychiatre, etc. Bon. Donc, c'est une façon de dire la vie avec des mots choisis qui sont fondés sur le réel de l'existence.
C'est-à-dire, même si le style d'écriture donne l'impression qu'on s'éloigne de la réalité, mais la réalité est le fondement. Oui, et ça se sent, ça Voilà, se voit. Ça se voit. Oui. Voilà, donc c'est comme pour le penseur, etc. Bon, donc vous pouvez continuer. Oui. Mais parlons maintenant de la forme, M. Barry. Oui. Quand on Grenier, dit... par exemple. Oui, vous avez dit, oui. On va revenir sur de ça. façon beaucoup plus concrète sur des thèmes qu'on a, des poèmes qu'on a choisis choisis ensemble. La forme des poèmes. Mm. Souvent, quand on dit poésie, voilà, les gens ont tendance systématiquement à penser à la versification, à penser à la présentation sous forme de strophe, à penser voilà, aux rimes et autres. Mais nous voyons que vous avez choisi de faire ce qu'on pourrait appeler, sinon ce qu'on appelle, parce que c'est ce que nous avons ici, c'est des poèmes en prose, c'est des poèmes à vers libre. À vers libre. Pourquoi ce choix? Mais puisque la poésie étant un savoir-faire, à dire les choses que l'on veut communiquer à soi et au reste du monde. Je crois que ce sont les spécialistes de la littérature, ces spécialistes qui ont fait des études spécifiques. Autant j'ai un souvenir spécifique des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans oublier les considérants et le préambule, autant d'autres sont formés pour avoir une mémoire spécifique, et une connaissance avérée de la littérature et de la manière dont les choses sont décrites et dites quant à la façon de dire. C'est-à-dire qu'ils savent dire et étudier la rime, qui savent dire, étudier la prose, qui savent dire, étudier le vers libre. Ponimo leur est donné à étudier. Pour dire de l'auteur quelle est sa technique d'écriture. Mais le choix du vers libre, de la prose donc, est de pouvoir dire sans qu'il y ait un contingentement spécifique de la part de la connaissance littéraire qui dit que c'est de cette façon qu'il faut s'exprimer et non pas de celle-ci. C'est pourquoi j'ai choisi rime comme exemple, le seul poème rime. Avant d'écrire rime, je dis, componyme quoi, ça c'est pas écrit mais je vais vous le dire maintenant, je dis rimer, mirer. S'il vous plaît, Albert, vous pouvez prendre votre recueil. Allez à la page 45. Parce que j'allais directement faire le lien, docteur. Malgré le fait que vous n'ayez pas choisi de faire d'écrire vos poèmes dans cette forme-là, si gendarme, très souvent imposée aux auteurs, vous avez choisi de faire vos poèmes dans cette forme-là, en la présentant sous forme de vers libre. Vous avez quand même écrit un poème spécifique intitulé Rime. Voilà. Et ça m'a un peu marqué. Par exemple, je me suis dit, il n'a pas rimé, mais il a écrit un poème qu'il a intitulé Rime. Rime. Et en même temps, le poème intitulé Rime, rime. Je n'ai pas rimé le reste, mais rime. Oui, rime. Et ça se voit ici. La plume hume. Oui. Harmonieux et teigneux. Harmonieux et teigneux. C'est le mime du rythme, de l'étoile qui voile. De la toile qui voile l'étoile. Là, on sent que c'est rimé, ça se voit. Mime. Si je ne me trompe, c'est le seul poème dans ce recueil qui est... De cette façon. Oui, c'est pour dire que l'auteur peut écrire dans un genre spécifique, connu, qui est la rime. Et c'est pourquoi je dis rime, son anagramme, mire, me rire. Et on revient à re de riz. Donc, la plume hume, si vous prenez n'importe quelle plume d'oiseau, vous faites ça, ça sent. C'est comme ça que l'écrivain sent aussi son sujet. Vous prenez si vous allez en brousse, vous promenez, vous trouvez la plume du charognard, du vautour. Même la poule, si vous prenez sa plume, ou le coq, ça a une odeur spécifique. Donc là, c'est le réalisme scientifique. Une plume, par définition, hume, mais nous humons l'air. L'inspiration hume.
Et ça fait penser à l'écrivain David Hume, qui est chez les Anglais un auteur de référence, et en philosophie aussi. Bon, alors, mais si vous voyez le mime du rythme, de la toile qui voile l'étoile, ouais, ça rime. En dévoilant le tambour du velours, la fibre de l'étal est le reflet du métal. Les lances de la terre sont les lames de la mer, terre-mer. Les bateaux de la miséricorde battent l'eau de la misère avec des cordes qui enchaînent le vent qui se déchaîne. En bas le combat, l'ultime est sublime. En bas le combat, l'ultime est sublime. Dans le supplice du sacrifice, forge ludique, le vers tellurique est une âme épique. Donc rime dit des choses dont nous avons parlé au téléphone, Oui. Et qui sont la vie de l'humanité. Mais maintenant, si vous prenez résistance, qui est un vers libre, résistance, dans la plaine, le conquérant et l'autochtone, ils se déchirent dans l'annexion, mystifiés par les étoiles, ou mythifiés par les étoiles, ils haranguent les planètes. Mais la montagne se referme sur l'étau. Les yeux de la forêt couvrent le feuillage. Un piège infernal se meut sur la terre. L'intrépide se décompose. Le brave et humus au pied de l'herbe. Mais quand nous lisons ces poèmes, docteur, Oui, par exemple, résistance est libre. Mais que dit résistance de ce concept de résistance? Exactement, c'est à ça que je voulais venir. Un poème, c'est comme un tableau d'art. Oui. Seul l'auteur est capable de dire exactement de quoi il s'agit. Quel est le sens de son poème ou bien de son tableau. Résistance, dans la forme, c'est bien clair. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Dans la plaine. Imaginez toutes les plaines historiques des combats contre les envahisseurs qui sont les conquérants. Les champs de bataille, tous les tableaux que vous avez pu voir, des Ladjor, des Rajomar, des Almami Boka Birobari, des Samori Touré, tous les noms qu'on peut, ceux que j'oublie et ceux que je n'oublie pas. Ceux que vous savez et ceux que je ne sais pas. Alors, c'est dans une plaine. Mais les politiciens là aussi, entre le pouvoir qui est conquérant et ceux qui résistent, c'est la plaine des rues, place de l'Obélisque ou ailleurs. C'est les plaines de la manifestation. Je dis que les plaines urbaines, le conquérant, c'est des espaces vraiment qui permettent. Et je dis que le conquérant est l'autochtone. Le conquérant est l'autochtone. Si vous prenez le président Macky Sall par exemple, à l'époque où il était dans ces plaines urbaines, il était l'autochtone. Maintenant qu'il est au pouvoir, il est le conquérant. Il en est ainsi des colons et des indigènes de l'époque. Ils ont une parenté, mais qu'il faut pouvoir mettre en évidence. Et après les indépendants, on voit ceux qui viennent faire le tourisme s'embrasser entre eux. Alors qu'avant, c'est fuyer. Tu vois allez-y. Ils sont les mêmes. Mais il y a comme un rideau d'incompréhension qui les transforme étrangers l'un à l'autre à se faire du mal les uns aux autres. Bon. Mythifié par les étoiles, ça rappelle Cécile Rhodes. La Rhodésie a porté son nom, maintenant c'est le Zimbabwe. Tu vois? Oui. Cécile Rhodes, tu te souviens de lui, M. Diaby? Oui. C'est un conquérant. Il harangue les planètes parce qu'on lui a dit, s'il le pouvait, il allait coloniser les étoiles. La Terre ne lui suffisait pas. Il harangue les planètes, mais la montagne se reforme sur l'étoile. Et quelles sont les planètes? Les êtres humains sont liés aux planètes. C'est-à-dire, si tu prends d'autres dirigeants ici, de l'opposition, qui haranguent les foules, là,
Ils sont comme ceux qui haranguent les planètes. Là, ça va très loin. Même si tu aimes ce dirigeant en question, il harangue. Ils haranguent. Mais la montagne se referme sur l'étau, comme si avec les colons. Les colons, quand ils venaient pour attaquer un village, par exemple, si tu prends l'histoire du Fouta Djallon, par exemple, il y avait les goulots d'étranglement. Les populations savaient comment faire jusqu'à ce que dès que les gars entrent dans la... Ils sont enfermés. Ils verrouillent. Les yeux de la forêt couvrent le feuillage. Il y a un proverbe indien qui dit qu'il y a plus d'yeux dans la forêt que de feuilles. Et ça rejoint un verset du Coran, de notre Créateur, qui jure par ce que nous savons et par ce que nous ne savons pas, par ce que nous voyons et par ce que nous ne voyons pas. Le proverbe, l'adage indien dit qu'il y a dans la forêt, il y a plus d'yeux que de feuilles. Autrement dit, même quand on est un dirigeant politique et qu'on harangue les foules, il faut savoir que il y a plus de gens qui nous observent et qui ne sont pas nos partisans que de gens qui sont nos partisans. Pour éviter le piège à faire. Cette masse silencieuse. Et parler avec mesure. Une masse très importante. Voilà. Mais qui fait l'avenir. Parce que c'est elle qui avait soutenu hier et qui cesse de soutenir aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ne pas vous couper, docteur, quand on va aux élections, vu les masses qui courent derrière nous, on dit pourtant on avait des gens mais on a perdu. Étant donné que la masse silencieuse est plus grande que les gens qui nous suivent. Les yeux de la forêt couvrent le feuillage. Un piège infernal se met sur la terre. Un piège infernal se met sur la terre. L'intrépide se décompose. On dit quelqu'un intrépide, l'intrépidité. Vous savez que même sur le plan biologique, c'est pourquoi quand vous allez faire votre sport, là, vous transpirez. C'est un phénomène d'oxydation et de décomposition. Le brave est humus au pied de l'herbe. C'est-à-dire que tous les grands résistants de l'histoire, d'une façon spécifique, mais nous tous qui sommes là en train d'en parler, un jour, nous serons humus au pied de l'herbe. C'est pourquoi l'herbe pousse dans les cimetières. Consommateur, producteur, la chaîne trophique. Producteur, consommateur, décomposeur. Et là, le serpent se mord la queue. La boucle est bouclée. Donc, chaque chose qu'on fait, qu'on dirige ou qu'on ne dirige pas, qu'on ait le certificat ou le CI, l'inscription au CI ou le doctorat, qu'on le sache. C'est-à-dire que notre bravoure, un jour, elle cesse au pied de l'herbe. C'est-à-dire c'est là où elle va se retrouver. Au cimetière. Oui, voilà, c'est pourquoi. D'ailleurs, le cimetière est un grand honneur puisqu'on est prié selon nos rites et tout. On a été conduit, c'est pourquoi on prend son exemple. Mais combien de gens sont au pied de l'herbe sans pour autant que leur corps ait subi dans les grandes guerres et autres. Dans les grandes guerres, les traversées du désert, là, de l'océan. Et pourtant l'herbe pousse là. Puisque même l'herbe marine pousse. Une leçon de vie très importante. De modestie. Oui, l'expression de l'humilité, il faut dire. Enfin, de l'humilité. Il faut être humble. Voilà. Quelle que soit, la résistance. Quel que soit votre grade, quelle que soit votre grandeur, il faut savoir qu'un jour, on va se retrouver égaux. Voilà. Vraiment, on sera égal au niveau. Donc, lorsqu'on résiste, l'on doit, à mon avis, résister avec cette sagesse de la résistance. Avec cette humilité. Qui est la sagesse de la résistance. Mais, technicien, si on peut avoir un tampon musical, juste pour 1 minute, histoire de permettre à notre invité de respirer un peu. Voilà, merci beaucoup.